L'épisode d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire officiel, Floravie, qu'on adore. C'est une super belle entreprise d'ici, faite en collaboration avec des professionnels de la santé sexuelle pour vous apporter les meilleurs produits pour votre plaisir intime et votre bien-être. Aujourd'hui, je vous présente un petit vibromasseur du nom de Fuchsia. Il est vraiment tout petit, discret. C'est parfait pour une introduction au plaisir sexuel en solo ou à deux. Et en plus, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. Très pratique. Utiliser un vibromasseur, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, d'explorer notre plaisir personnel, sexuel et de créer des moments d'intimité. Donc, je pense vraiment que ça peut casser la routine et faire partie de votre routine bien-être. Tous les produits Floravie sont de haute qualité et le Fuchsia n'y fait pas exception. Il est fait à partir d'un silicone hypoallergénique et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec du lubrifiant à base d'eau. Vous pouvez aussi en retrouver chez Floravie. D'ailleurs, pour vous le procurer, vous pouvez aller dans les grandes pharmacies, au Avril Supermarché Santé ou encore en ligne en utilisant notre code promo, bien sûr, qui est LBALADO15 pour 15% de rabais. Ou si jamais vous voulez le gagner, parce que c'est encore mieux si c'est gratuit, vous pouvez commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et on va faire tirer une boîte par saison. Donc, vous allez peut-être être la grande chanceuse. Sur ce, bon épisode tout le monde et merci Floravie. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Valérie. Allô! Bienvenue sur le balado. Merci. Merci d'être là. On était très overdue pour cet épisode-là. Oui, ben là, mise en contexte, vous êtes amis, les deux? Oui, puis Catherine est ma physio. Oh! Le professionnel est officiellement Brisée, parce que je l'ai Mais on se annoncé. connaissait avant, on a étudié en physio ensemble, mais Val était un an plus vieille que moi. Je pense que j'étais un an, ouais. Ouais. Un an avant toi. Puis elle connaît mon chum à cause du parachute. Ouais. Bref, dans fait que on était dû pour faire un épisode ensemble, en fait. Oui, Oui. ben oui. Je t'harcèle depuis une couple de mois. Marcel, le timing était pas bon. On va résumer ça comme ça. Mais là, le timing... Ben, je suis vraiment contente que tu sois là. Tu sais, on va parler de deuil périnatal. là. C'est écrit dans le titre, probablement. Petit trigger warning pour les gens qui nous écoutent. on va mettre une bonne idée. On met un Si vous trigger êtes enceinte, warning. c'est peut-être pas un moment d'écouter cet épisode-là. C'est ça. Ben, en fait, juste de l'écouter dans un moment où est-ce que vous êtes dans un bon headspace, là, for sure. Mais je tiens à te dire merci pour ta générosité de venir partager ça. C'est pas facile. Mais... Ouais, j'aimerais dire que je dis ça, moi, en physio, mettons, pour les examens avec les patientes, mais même chose s'applique ici, que si jamais il y a un moment que tu te sens plus bien ou que tu veux pas répondre à une question, on saute, on coupe et on peut très bien arrêter l'épisode et le reprendre dans 6 mois aussi. Parfait. Ou jamais. mais J'accepte. Bref, On fait c'est un quand même le safe dire. word. Oui. Pineapple. Pineapple. Mike note ça. Ah oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence toujours avec des questions brise-glace. Comme tu le sais très bien. Ah, absolument. Parce que Val, tu écoutes tous nos épisodes. Assidûment. Et moi, je l'écoute les jeudis matin parce que ma psy, c'est à midi le jeudi. Fait comme c'est mon épisode avant la psy. Ouais. Ben, ça me prend une demi-heure aller chez ma psy puis une demi-heure revenir. Fait que vous êtes mon épisode qui encadre la psy. J'aime ça. OK, ben, Parfait. de bord, pour la première question, je vais la changer. Ah, merde. Première question brise-glace. Ton top 3 des épisodes préférés de Elle le balado. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça va être vraiment difficile, Vraiment. mais faut qu'il y aille. Sur le fly. Sur le Fait que je dirais celui sur la contraception avec Dr. Joanne Grou. Grou. Ouais. Après ça, bon là, je suis un peu biaisée parce que je suis en santé, là, fait que j'aurais beaucoup aimé les violences obstétricales. Avec Catherine Saint-Cyr. Incroyable. Et qui a été en scrub. Avec ses petites notes. Tu sais, tu disais que tu avais fait le préparer, mais là, elle avait ses notes tout le long. Là. Ah, ouais, c'est ça. Puis, mon Dieu, mon troisième, c'est parce qu'il y en a tellement, hein? Il y en a des fois, on ne se souvient pas parce que it's been a while. Là. Ouais. Mais j'avoue que Caroline Arbour, c'était comme un gros girl crush déjà avant que vous la receviez. Fait que j'étais si contente. Ça match vraiment avec ton profil là, de personne. Ouais. Mais je suis bien d'accord. Yeah. Vas-y pour la deuxième question. Ben là, c'est ça. Si tu n'avais pas été physio, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Quelque chose en santé, quelque chose en relation d'aide, ça, c'est sûr. J'ai hésité à un moment donné, est-ce que je m'en vais en soins infirmiers? Ah ouais, hein? Oui, parce que j'aime bien l'hôpital, j'aime le contexte. Puis là, je te dirais que ces temps-ci, depuis que j'ai vécu le deuil périnatal,
je lis beaucoup sur le côté plus psychologique. Puis j'aime beaucoup traiter aussi les concepts de douleur chronique, qui est énormément de psychologie autour. Fait que, tu sais, peut-être quelque chose en psychosocial aussi qui m'aurait intéressée. Mais je serais restée dans le domaine de la santé. Là, vraiment parfait. ça. OK, plus léger, plus facile. Là. Ton repas réconfortant par excellence? La lasagne. Miam. En cas de doute, la lasagne. lasagne. J'adore. Ah ouais. Team plage, montagne ou ville? Je te dirais plage, majorité du temps. La montagne est close second. OK. Parfait. Très bronzé, là. Tu reviens de la plage, là. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai recommencé lundi à travailler de mon arrêt depuis mon dernier deuil. Fait que moi, une des activités qui me fait du bien, c'est de lire dehors, au soleil. Fait Avec ton chien. Avec mon chien, ça, c'est obligatoire. Oui. Qui cache mes pieds. Fait que mes pieds sont pas bronzés. C'est toujours couché sur mes pieds. Oh, c'est cute. Mais ouais, fait que c'est mes coups de soleil de début de saison. Je suis quand même jalouse. Pour les gens qui ne te connaissent pas, probablement pas mal de monde, est-ce que tu peux nous introduire qui est Valérie? Ben moi, c'est Valérie. Je suis dans le contexte là, du podcast ici. Ma présentation première, c'est que je suis maman de 2 petits garçons qui sont décédés à l'accouchement, les 2. Fait que j'ai parti aussi récemment un compte Instagram qui s'appelle Maman d'étoiles, fait que pour parler justement de mes deuils. Je suis aussi physiothérapeute de formation en pédiatrie. Fait que je travaille à Sainte-Justine. Peut-être un warning que je ne suis pas représentante de Sainte-Justine dans ce cas-ci, parce que c'est une discussion qui touche beaucoup là, cet hôpital-là aussi. Mais oui, j'ai travaillé à Sainte-Justine, j'adore ça. Et dans quel départ, j'ai un blanc? En ce moment, je suis en orthopédie. OK. J'ai fait de l'onco aussi beaucoup. Fait que je me suis déplacée beaucoup pour remplacer. Puis qu'est-ce qui t'a mené vers la PED? T'as-tu commencé tout de suite en pédiatrie? Non, moi, je voulais m'en aller en sportif. Ah ouais, comme dans le 3/4 des physios qui Non, mais physio. moi, je connais une des physios qui est sur l'équipe olympique nationale. Puis moi, c'était ça mon objectif. Là. Guylaine, elle savait que je rentrais pour m'en aller avec elle sur l'équipe. Puis tout ça. J'ai surpris beaucoup de monde en graduant puis en prenant une offre de Sainte-Justine. Puis pourquoi? T'avais-tu fait un stage là-bas? Oui, puis je suis tombée en amour avec ça. Parce que je savais pas à la base, quand je suis rentrée en physio, que ça existait de la PED en physio. Puis, tu sais, le domaine de la santé m'a toujours intéressée, puis j'adore être avec les enfants. Tu sais, j'étais gardienne, puis tout ça. Fait que là, quand j'ai été faire mon stage à Sainte-Justine, j'étais en orthopédie, fait que c'est tous les jeunes sportifs. Là, j'étais comme... Ah, mon Dieu. Tout est là. Tu sais, je fais des jeux de saut de grenouille avec des athlètes. Ouais. C'est comme, voilà, on fait ça, tu sais. Fait que... Job de rêve. Puis t'es Job de rêve. aussi, tu disais que, juste avant, vice-présidente de... Oui, c'est ça. C'est Parents orphelins? Parents orphelins. Fait que Parents orphelins, c'est l'association des parents qui ont vécu un deuil périnatal à Montréal. Il y a une association un peu du même genre à Québec qui est les Persides aussi. Fait qu'on est comme 2 associations qui couvrent ensemble une partie du Québec. Puis tu sais, un peu plus dans ma personnalité puis tout, je suis quelqu'un de très très performante à la base, très compétitive. J'aime énormément, je carbure au projet. Puis je te dirais que la vie a fait que j'ai eu beaucoup de traumatismes qui sont arrivés dans les 3 dernières années. Fait que ça m'a comme obligée à prendre un step back. Fait qu'en ce moment, je suis comme plus dans une étape de ma vie où je suis à la recherche d'équilibre, tu sais, de récupérer le calme un peu, puis réapproprier qui je suis dans les périodes de vide et pas juste qui je suis par rapport au projet. Fait qu'il y a une citation que j'aime bien, puis c'est de Lewis Hamilton, qui est un pilote de Ferrari maintenant. Puis il dit « I'm building a masterpiece, but I'm not quite done yet ». Fait que c'est ça, je suis un petit brouillon de masterpiece. Mais c'est beau, je trouve, ça c'est vraiment comme ça, beau. puis de se dire qu'on va jamais avoir terminé de se construire. Ah ouais. Ben non. Ça va se fluctuer avec le temps, tu sais. Fait que là, je suis comme dans un remaniement. Puis t'es-tu confortable là-dedans? Dans ce remaniement-là? En ce moment, oui. Ouais. Je te dirais, là, maintenant, oui, ça a été long. Là. C'est tout ça, ce cheminement-là a commencé à la base, même avant les deuils, parce que j'en ai perdu 2. Mais ça a commencé quand j'ai eu un accident d'auto en 2022. Fait que ça fait quand même un petit bout que je suis suivie, puis tout ça, puis que là, qu'on commence à comprendre... Bien, qu'on commence.
que je commence à comprendre comment mon cerveau fonctionne puis comment je fonctionne dans la vie de tous les jours. Fait que... Avant qu'on rentre là-dedans, moi, je tiens juste à dire que la vie, je crois, elle a fini de t'envoyer des épreuves aussi tough que ça. J'aimerais. Et que les prochaines épreuves, ça soit des petits rhumes, puis... c'est ça, je suis prête pour une petite gastro de garderie. Là. Envoyez-moi ça. Là. Ça va, là. Pour commencer, est-ce que tu te sentirais à l'aise un peu de nous raconter ton histoire? Là, on l'effleure et on est comme poète, mais serais-tu à l'aise de nous expliquer un peu ta présence ici aujourd'hui avant qu'on y aille plus un peu? Ben, dans le fond, mon Dieu, je vais essayer de garder ça short quand même. Vas-y, on a de l'explication. On est prêts dans nos mouchoirs. Ah oui, les bords de Kleenex sont prêtes. Fait que dans le fond, moi, ça fait 10 ans que je suis en couple avec mon chum. Puis on s'est rencontrés, je rentrais à l'université. Fait qu'on savait que j'avais comme un 5 ans pour terminer ma maîtrise, puis tout, qu'on s'enlignait pour ne pas avoir d'enfants. Mais au moment où j'ai rencontré mon chum, lui, il est plusieurs années de plus vieux que moi. Fait que lui, il était déjà prêt à avoir des enfants à ce moment-là. Fait que, tu sais, on a comme toujours eu ce timing weird un peu que ça fait 10 ans qu'on veut des enfants, mais qu'on n'est pas, tu sais, timing pas optimal. Puis là, quand on s'est mis à essayer d'avoir des enfants, il y a 3-4 ans à peu près, ça a été très long avant que je tombe enceinte à la base. Je savais pas ça. Ouais. Ou du moins, je l'avais pas enregistré. Ouais. Ben, en tout cas, dans ma tête, ça a été très long. Ça a pris un peu moins d'1 an. Dans le fond, j'ai reçu mon appel pour l'investigation en fertilité. Je venais d'avoir mon test positif. Okay. C'est comme là. Ouais, c'est ça. Il a décidé de s'accrocher, le petit tannant, juste au moment. Juste au bon moment. Fait que c'est ça. Quand je suis tombée enceinte d'Edouard, on était comme super contents. Moi, un peu tempérament anxieux, comme on a dit tantôt. J'ai toujours eu le thinking de, j'attends le 12 semaines pour comme confirmer que tout va bien, puis tout. Fait que pendant le premier trimestre, j'ai eu comme 3 hématomes massifs, que j'ai eu comme des énormes saignements. Fait que back and forth jusqu'à Sainte-Justine à plusieurs reprises pour se faire dire que tout allait bien à chaque fois, que c'était juste des saignements normaux. Puis à l'écho de 12 semaines, on apprend qu'il y a une anomalie à l'échographie. Écoute, la gynécologue qui était là, a dit, là, je peux pas trop t'en dire, mais là, je vais t'envoyer en génétique, ils peuvent te voir là. Tu descends tout de suite au premier étage. Des frissons. C'est comment Cool, je suis frissons et je connais l'histoire. Ouais. c'est ça. Mais tu dis cool, je suis pris en charge rapidement. Ouais, pourquoi je suis pris en charge? Je connais un petit peu les chiffres aussi parce que je suis dans le domaine de la pédiatrie. Fait que le développement du fœtus, je le connais un peu de base parce qu'il y a certaines problématiques en physio qu'on voit parce qu'il y a eu une problématique à la grossesse. Fait que moi, je voyais les chiffres. Puis je savais qu'ils étaient plus hauts que la normale. Que les chiffres qu'elle mesurait, mais qu'elle pouvait juste pas me dire que c'était... en fait, la gynécologue pouvait me dire que c'était anormal, la médecin qui m'a vu après, mais la technicienne ne pouvait pas me le dire. Fait qu'on descend en génétique, puis ils nous disent, écoutez, avec il y avait 3 petites anomalies, mais les 3 ensemble donnaient 50% de chance d'avoir soit une des 3 trisomies, fait que la 3, la 18, la 21, ou des maladies cardiaques, malformations cardiaques, ou d'autres types de syndromes génétiques qui étaient compatibles avec la vie, mais des polyhandicapés sévères. OK. Fait qu'on a fait une biopsie à ce moment-là. On a décidé de ne pas attendre pour faire la myosynthèse. Fait qu'on a été chercher des cellules du placenta à place de prendre des cellules du liquide amniotique. Puis ça, on recevait comme petit à petit. Là, chaque fois qu'il recevait un résultat, la généticienne m'appelait. Puis là, elle me disait, c'est un garçon. Mm-hmm. OK, on est content, mais comme, est-ce que tout va bien aller? Ouais, c'est ça. Puis là, ça a pris sur 1 mois. On a eu des résultats comme ça au fur et à mesure. Puis finalement, on a su que tout était beau. Fait que à 16 semaines, tout est beau, bébé en santé. On a une 2e écho. Fait que c'est une écho de morphologie, mais précoce, parce qu'il fallait quand même qu'on surveille le cœur pour être sûr. Puis finalement, toutes les anomalies s'étaient résolues. Fait que ça, c'est super. Wow, tellement de stress. Ouais. C'est ça. Fait que là, je m'en souviens, tu m'en parlais. Tu me disais à la fin, là, il restait comme un seul résultat qui venait des States, je pense. Ouais. Puis là, il est rentré. Ouais. Il est rentré, tout est beau. Puis c'est la journée, dans le fond, cette écho-là, je l'ai eu le vendredi qu'on partait en vacances. Qu'on partait 2 semaines en vacances. Fait que là, c'était comme la gynéco qui m'a vue, elle me dit, là, tu sais,
partez en vacances, profitez de votre bébé, il est beau, il est en santé, plus de stress. T'sais. Parfait. Fait qu'on part en vacances, on vit notre best life, nanana, je recommence à travailler. Puis la semaine d'après que je recommence à travailler, le lundi soir, j'ai un petit peu de spotting. Mais là, on s'entend, là, j'ai saigné ma vie tout le premier trimestre. Là. Fait que ça me dérange pas trop. Sauf que le mardi matin, pendant que je travaillais, ben le spotting est devenu comme du saignement actif et tout. Puis moi, j'étais un petit peu en phase de déni encore, de me dire, bon, là, je saignais comme ça souvent. Fait que j'ai dit à ma boss, by the way, je vais finir mes patients du matin, mais comme ce midi, je vais monter en obstétrique, juste être sûre que tout ça. Ma boss qui m'a dit OK sur le coup, mais comme ils sont venus me chercher avec ma patiente, 5 minutes après, ils ont dit non, tu viens et tu t'en vas. Allez, va te faire évaluer. Puis là, c'est ça. Dans le fond, j'ai appelé mon chum juste pour lui dire comment stresse pas. Là, je vais t'appeler pour. Moi, dans ma tête, c'était juste un petit saignement là, comme les autres fois. Puis finalement, quand j'ai fini par voir la médecin là, qui fait le triage, ben là, elle m'a dit, va falloir que vous appeliez votre conjoint. Je suis vraiment désolée. Votre col est ouvert au complet. Fait que ça, j'étais à 20 semaines. Je sais pas ce que ça veut dire. Fait que le col de l'utérus, il est complètement dilaté comme si j'étais en train d'accoucher. OK. Fait que cours de crash course, admettons, on a l'entrée vaginale. OK. Ouais. Quand on rentre dans l'entrée vaginale, nous sommes dans le vagin. Et dans le fond du vagin, il y a un petit trou. Puis, ben, le très simpliste, là, tout le monde. Là. non, d'infirmière qui vient me dire que là, je parle pas de il y a un petit trou. Puis, l'autre bord du petit trou, ben, c'est l'utérus où il y a le bébé. Fait que quand tu accouches, ce petit trou-là passe de 0 cm à 10 cm dilaté. Et donc, le bébé peut descendre dans le canal vaginal et donc, tu peux accoucher. Fait que tu es supposé d'être toujours à 0. Oui, presque. À la fin de grossesse, des fois, tu es à 2. Dans quel monde que là, c'est complètement ouvert, maintenant? Ben, c'est ça l'affaire. Ce qu'on a su, elle a demandé au spécialiste de grossesse à risque à Sainte-Justine, que je vais appeler gentiment GARE, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, le GARE, là. Grossesse à risque élevé. Voilà. Je cherchais les lettres un instant. Fait que dans le fond, le médecin spécialiste de GARE qui était sous appel, il est venu directement me voir. Puis il a refait l'évaluation, puis il a fait aussi une échographie. Fait que mon col n'était pas complètement ouvert, finalement, mais ce qui arrivait, c'est que mon col était ouvert à peu près à 4 cm. Fait que mon col avait comme lâché sous la pression. Mais mes membranes, fait que la poche des os là, qu'on appelle, ben était sortie par le col. Fait que là, c'était un peu comme un hourglass, là. Un sablier, voilà le mot. Fait que ça faisait vraiment comme un sablier qui était... Fait que j'étais en train d'accoucher, mais comme mon col était... il essayait encore de retenir un peu tout ça. Fait que bébé était encore vivant à ce moment-là. Puis ce médecin-là, je vais toujours m'en souvenir, là, c'est Dr. Audibert, qui était comme une perle. La première chose qu'il a faite une fois qu'il a confirmé ça, c'est qu'il est venu à côté de moi, il m'a pris la main. Mon chum n'est pas arrivé encore à ce moment-là. Puis il dit, là, je veux que tu saches, avant toute chose, qu'il n'y a absolument rien que tu as fait qui a mené à ça. Puis il n'y a absolument rien que tu aurais pu faire. Tu serais venu hier, ça n'aurait pas fait de différence. T'sais. Il dit, là, je suis vraiment désolée. Ce que tu as, c'est probablement une incompétence du col. Une incompétence, on aime ce mot. Surtout quand on est vraiment dans la performance. C'est ça. Lui, il le déteste aussi, ce mot-là. Il est comme, je ferais tout pour changer ce mot. Mais dans le fond, c'est que mon col de l'utérus, à la place d'être solide, il y a probablement un petit défaut de collagène, fait que ça fait qu'il est élastique. Fait qu'avec juste le poids du bébé qui grossit, bien là, ça le fait ouvrir sous la pression. Officiellement, ce diagnostic-là, ça prend 2 pertes de bébé de suite pour avoir le diagnostic officiel. Mais je suis comme tombée de manière chanceuse sur un médecin qui a dit, ben, tu sais, de toute évidence, c'est ça, fait qu'on n'attendra pas au 2e pour te donner le diagnostic. Fait que là, c'est ça, mon chum arrive, on me transfère en chambre. À Sainte-Justine, ils ont ce qu'on appelle une chambre de deuil qui est juste à côté de la salle d'opération d'accouchement. Fait qu'on est comme au fond du corridor, on n'entend pas les nouveau-nés pleurer, on n'entend pas les femmes accoucher. Puis, tu sais, il nous dit, on l'appelle la chambre de deuil, mais ça veut pas dire qu'on t'abandonne, puis qu'on abandonne le bébé. Tu sais, si on est capable de le sauver, on va faire tout, mais comme
tu vas être proche de la salle d'op parce qu'il faut que je te gère vite. On s'en va proche. Puis 2 heures après, là, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Puis en dedans d'1 heure, mes contractions ont passé de comme 1/10 à 10/10. J'ai fait un choc vagal extrême. À ce moment-là, j'ai dit à mon chum que j'allais mourir. J'étais comme, bon, là, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Fait que mon chum en panique qui était en train de nous commander à souper au téléphone, fait qu'il a juste raccroché. Puis on a appelé l'infirmière. Puis la contraction d'après, j'ai accouché de bébé Édouard. Puis, dans le fond, quand j'ai accouché, on a testé tout de suite voir s'il était vivant, mais on avait déjà discuté avant avec l'infirmière, puis elle nous demandait, là, en sachant qu'il est à 20 semaines, si on arrive au moment où il faut accoucher, est-ce que vous voulez le voir ou pas? Est-ce que vous voulez, si tu veux le voir, est-ce que s'il est encore dans la poche des os, est-ce qu'on l'enlève de la poche avant? Comme toutes ces questions-là, un peu pour nous préparer à ça. Puis ça a vraiment fait que sur le coup, il n'y a pas eu de traumatisme. On savait ce qui s'en venait. Puis elle nous avait aussi dit que s'il naît vivant, il allait lui administrer des médicaments pour pas qu'il y ait de douleur. Parce qu'elle a dit à cet âge-là, à ce niveau de gestation-là, la majorité des bébés n'ont pas encore leur terminaison nerveuse de douleur. Fait que la majorité des bébés n'auront pas de douleur, mais elle dit on ne prend pas de chance dans tous les cas si un bébé naît vivant puis qu'on sait qu'il n'est pas viable. On va lui donner de la médication. Fait, au moins, ça apaise un peu les parents qui n'ont pas ce stress-là. Ouais. Mais moi, finalement, il est né sans battement cardiaque. Fait qu'il est décédé avec les contractions, probablement. Puis là, c'est ça, on l'a eu sur nous, on l'a gardé pendant la nuit au complet. Fait qu'on est resté, je pense, 14 heures avec lui à l'hôpital. Wow, quand même. Hein? Ouais. On dirait que j'aurais pas pensé... toute cette histoire était invraisemblable dans ma tête, certainement, mais... C'est comme beau et triste en même temps. Là, C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, l'infirmière était comme, moi, je vous recommande vraiment, tu sais, prenez des photos de vous avec lui, tu sais. Ils l'ont habillé aussi. Il y a un certain moment qu'il est parti avec, puis elle l'a nettoyé, puis il est revenu avec son petit emmaillotage, puis la petite tuque, puis tout. Fait que, ils ont des trucs pour toutes les grosseurs, parce qu'on s'entend qu'un 20 semaines, c'est mini, là. Fait que, puis eux sont partis avec, ils ont pris des photos aussi professionnel. Puis quand on est reparti, on avait une boîte de souvenirs. Fait qu'on avait comme la clip pour le cordon. On avait comme un peu tout ce que des parents post-accouchement auraient eu. La clip pour le cordon, le petit bracelet du bébé, les empreintes, tout ça. Fait qu'au moins, on repartait avec quelque chose de lui. Puis ils nous ont aussi demandé, on a comme beaucoup de papiers, là, ils nous supportent énormément là-dedans, puis on a des papiers sur comment vivre le deuil d'un bébé au 2e trimestre, puis les arrangements funéraires aussi, parce qu'il faut penser à ça. On a un petit corps à gérer. Fait que la majorité des hôpitaux à Montréal, ils sont associés avec un cimetière à quelque part. À Sainte-Justine, c'est avec le cimetière, la maison funéraire du Mont-Royal. Fait qu'on avait l'option gratuitement qu'eux prennent le corps puis fassent l'incinération. Fait que ça c'était une des options. Nous, c'est ça qu'on a pris. Pas besoin de rien gérer. C'est parfait. Une affaire de moins avancée. Fait que, ouais. Fait que, je suis désolée. Oh, merci. Pour la première fois. Là. Si je me trompe pas, parce que moi, ma mère a vécu des deuils périnataux aussi. Je sais pas si on s'en était parlé, mais je pense pas. C'était dans les années, je pense, si je me trompe pas, 85-86. Ça risque d'écouter cet épisode. Allô, maman. Puis il me semble que ma mère me disait, tu sais, là, à ce jour, pas qu'il insiste, mais il recommande fortement, justement, de voir ton bébé, de garder ton bébé avec toi, mais pas dans le temps. Non. Puis ma mère me disait que c'était peut-être un de ses regrets de ne pas avoir fait ça avec les jumeaux, mais que, justement, est-ce que tu sais pourquoi il insiste, ou du moins, il recommande fortement de passer à travers cette étape-là? Parce que, justement, c'est un des regrets qui vient énormément. Tu sais, quand on parle de deuil compliqué, là, c'est comme un deuil quand tu restes pris dans les étapes, les fameuses étapes du deuil que je vais vous parler un peu plus tantôt. Mais, tu sais, un deuil compliqué, c'est souvent associé avec des petits traumas comme ça. Puis c'est un des regrets qui revient vraiment souvent, de dire, j'ai jamais pu faire ce deuil-là parce que quand j'étais en phase de choc, je l'ai pas vu. Fait qu'il y a comme une distance. Un clash, tu sais, de OK, mais
c'est-tu vraiment arrivé, tu sais, tout ça. Fait que psychologiquement, c'est vraiment quelque chose qui ressort. Fait que dans les recommandations, ils disent beaucoup là, de prendre le temps. Puis maintenant aussi, les hôpitaux, ce qu'ils font, la majorité des hôpitaux au Québec, là, c'est dans les recommandations du ministère de la Santé, c'est qu'ils prennent des photos du bébé. Fait que même si le parent veut pas le voir, les photos du bébé restent accessibles dans le dossier médical. Fait que si 10 ans plus tard, il décide de vouloir voir une image, il y en a encore. Ça, je suis vraiment impressionnée de ce service. Oui. Comme je ne me serais pas attendue, une fois, quand même, ça arrive là, d'être un peu invalidé là, dans son expérience. Absolument. Dans le milieu médical, il y a plein de témoignages comme ça. Fait que je suis contente de savoir à quel point c'est bien pris en charge. C'est ça. Vous vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, c'est parce qu'on porte du Girl Crush. Puis si vous savez pas c'est quoi Girl Crush, vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, on dirait, je vais te tirer ce que tu veux dans la conversation, là, mais moi, je me souviens comme, je parle, on s'est vu après ça, etc. Puis, ce qui m'a vraiment comme marqué, puis tu vas pouvoir nous en parler malheureusement, là, à la suite de ton deuxième deuil. Tu dis que tu es quelqu'un de très performant. Je pense qu'on se ressemble beaucoup là-dessus, là, heureusement et malheureusement. Très performante, très cartésienne, rationnelle. Et oui, tu as vécu ton deuil, mais tu es allé chercher de l'aide. Tu es allé faire beaucoup de lectures. Tu sais, qu'est-ce qui, si on parle d'Édouard, c'est Édouard, là, bébé 1, oui. Qu'est-ce qui t'a aidé à la suite de ce deuil-là? Quelles ont été les étapes que tu as mis en place? Qu'est-ce que... Tu sais, je veux pas dire comme si c'était une to-do list, là. Ah, mais moi, je l'ai vécu comme une to-do list. Oui. Moi, là, j'étais là et j'étais comme, je vais réussir mon deuil. Ce qui n'existe pas, là, dans la vie, là. On s'entend, là, ça ne marche pas, là. Mais, dans le fond, moi, à la base, je suis quelqu'un d'anxieuse. Puis j'ai énormément besoin d'avoir le sentiment de contrôle. Fait que là, on s'entend que le sentiment de contrôle a pris le bord. Il est parti. Au revoir. Puis déjà, à la base aussi, du fait que j'avais vécu un accident d'auto quelques années avant puis que j'avais vécu un stress post-traumatique à ce moment-là, ça faisait aussi que j'étais plus à risque de développer une dépression postpartum ou une anxiété postpartum. Après la naissance d'Édouard, planifié. Tu sais, on s'attendait à ce que j'aille plus ce facteur de risque-là. C'est ça aussi là, qu'on parle pas, c'est que tu vis un postpartum. Absolument. Oui, le crash d'hormones, tu vis tout ça. Oui. Puis, tu sais, l'accouchement, là, les contractions, moi, ce que l'infirmière, elle m'a dit par après, parce que je lui ai posé la question aussi, parce que moi, j'ai besoin de mettre des mots sur tout. Puis, elle m'a dit, l'utérus, il ne sait pas la grosseur du bébé. Là. Quand c'est le moment d'accoucher, là, le moment. Il pousse. Ouais. Fait que la contraction que tu as eue, c'est la même force de contraction que tu aurais vécue à 40 semaines. La différence, c'est que j'ai poussé vraiment moins longtemps parce que ça passe bien, tu sais, il est petit. Mais la force des contractions, c'est la même. Fait que... Les contractions de 10 sur 10 alors que tu es en train de vivre ça, là, genre, c'est pas... Tu sais, puis je me demande un peu... Parce qu'au début, tu sais, t'expliquais ça, puis là, moi... Je suis pas familière avec tout ça. Fait que j'étais comme, est-ce que, mettons, ça va être considéré une fausse couche ou comme, mais c'est pas une fausse couche, là. Mais c'est dans le un accouchement, là. Ouais. Du côté médical, le vrai terme, c'est une fausse couche jusqu'à 20 semaines ou 500 grammes. Fait que si bébé de 17 semaines, mettons, fait 500 grammes, ce qui serait vraiment un très gros bébé, on va le considérer comme un stillborn. Fait qu'en français, morti-naissance, le mot est pas super beau, mais c'est un bébé mort-né, comme on dit, là. Après 20 semaines ou dépasser 500 grammes. Fait que c'est vraiment le « et où » qui compte, parce que moi, dans le fond, Édouard était à 273 grammes, fait qu'il était en dessous du 500 grammes.
particulièrement mini. J'ai posé la question, ma médecin elle m'a dit qu'il était quand même dans les normes, mais c'était un petit bébé. Mais en même temps, Même, j'étais on n'est tellement pas habitué de voir des bébés de ce grosseur-là. J'ai l'impression qu'un bébé qui naît, ça se peut probablement tu vas dire il est tout petit. Oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, maintenant que j'ai vu comme mes 2 bébés si petits, je vois un prématuré en néonat à Sainte-Justine, puis je suis comme, oh my God, il est bien gros! Oui, c'est ça. Oh wow, so big! Ouais. Mais oui, c'est ça. Fait que dans le fond, Édouard rentrait pas dans le critère à cause de son poids, mais il rentrait à cause de son âge, parce qu'on avait dépassé le 20 semaines. Elliot, par contre, lui, je l'ai eu plus tôt. Je l'ai eu à 17 semaines. Fait que lui, techniquement, c'est une fausse couche tardive. Okay. Mais moi, j'ai relu mes dossiers de Sainte-Justine. Là, j'ai demandé des avoirs parce que ça m'aide aussi de comme vraiment tout réanalyser et tout. Puis dans les 2 cas, par contre, eux, ils ont écrit perte fétale, 2e trimestre, donc morte-naissance. Fait que, tu sais, c'est un peu variable quand même. Ouais. Je pense que, tu sais, aussi, le fait que je l'ai eu bébé dans mes bras, c'est dur de dire que c'est une fausse couche comme ce qu'on s'attend d'une fausse couche qui est plus au 1er trimestre. Fait que ça varie, là. Mais ça fait du sens. Ouais. Fait que... Puis, quelles ressources... J'ai une question. Est-ce que le son, il est trop... Est-ce que le micro est trop... Okay, c'est pas facile. Merci. Je suis non, c'est bon. OK, parfait. Puis, est-ce que le système a été capable de t'aider dans ce deuil-là? Est-ce qu'il y a des ressources qui ont été mises à ta disposition par après? La to-do list, hein, c'est ça, la to-do list. C'est ça. Oui, fait que dans le fond, tu sais, moi... ce qui m'a été proposé à la base, c'est un suivi par le CLSC. Fait que nous, on a eu accès à une TS du CLSC proche de chez nous. Sainte-Justine a automatiquement envoyé la demande avant même qu'on soit parti de l'hôpital. Fait que ça, c'est les CLSC en première ligne qui prend ça en place. J'ai eu un appel 72 heures après le retour. C'est vraiment priorisé parce qu'on le sait que c'est une détresse psychologique importante. Fait que nous, on a eu un suivi avec la TS, mon chum et moi. Fait que ça, c'était comme un suivi en couple. Moi, je savais que j'allais avoir besoin d'un peu plus de support. Fait que j'ai fait une demande aussi en psychologie, juste pour moi. Parce que la chose qui me faisait le plus peur, c'est comme, ça y est, là, je vais down spiraler jusqu'à temps que je m'effoire à terre. Fait que j'avais besoin de beaucoup de support. Après ça, quoi d'autre que j'ai fait? J'ai fait énormément de lectures. Ouais, moi, c'est ça qui m'a marqué, là. J'ai fait des revues de littérature sur les phases du deuil, là, à 3 heures du matin. Là, comme. Les revues de littérature, ça, c'est genre aller lire tous les articles qui existent au monde sur ce sujet-là. Ouais, j'étais calée là-dessus. Là. Fait que j'ai lu énormément là-dessus. Je pense que j'avais besoin de comprendre ce qui arrivait, qu'est-ce que je ressentais, puis est-ce que c'était normal. Sinon, dans les ressources que j'ai été voir aussi, le site de Sainte-Justine, il y a une page qui est dédiée au deuil périnatal. Il y a une section aussi sur le deuil périnatal des hommes. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est des capsules vidéo que c'est des pères qui parlent de comment ils ont vécu. Parce que les messieurs, ils ne parlent pas beaucoup. Hein? Puis là, je parle de mon monsieur aussi. Là. Fait que ça, c'était super intéressant. Sinon, il y a justement, comme je vous ai parlé tout à l'heure, Parents orphelins puis les Perséides qui ont des ressources en ligne, puis ils ont aussi des groupes de soutien. Fait que ça, j'ai participé à quelques groupes de discussion avec les 2 parce que les Perséides offraient des Zooms à ce moment-là que Parents orphelins n'offraient pas au moment où j'en cherchais un la semaine même. Fait que j'ai fait les Perséides, puis j'ai fait Parents orphelins en personne là, avec eux. Puis tu disais que tu as comme recherché justement le deuil, ça ressemble à quoi? Tu disais que tu allais nous en parler, là, des phases du deuil et tout. Je pense que ça s'intègre bien. Fait que, tu sais, mettons les phases du deuil qu'on connaît, là, celles de base, là, fait que le choc / déni, après ça, il y a la colère, la tristesse / dépression, tu sais, colère et tristesse ensemble. Des fois, ils sont dites par la phase de désorganisation aussi. Après ça, il y a toutes les étapes de réorganisation. Fait que réapprendre progressivement, réintégrer sa vie avec cette peine-là. Puis l'étape de transformation, qui est comme de prendre son envol un peu, là, puis tout. Ces étapes-là, on les voit tout le temps linéaires, mais ceci est faux. Ça n'arrive pas de même. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris beaucoup. Puis, tu sais, à la base, cette psychologue-là qui est venue avec ces étapes-là du deuil, elle a fait l'étude sur des patients en soins palliatifs. Fait que c'était les phases du deuil de la personne qui va aller à décéder. Fait que, tu sais, c'était comme l'acceptation de la chose.
Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les personnes qui vivent un deuil d'une personne, après ça, ben eux, c'est un peu plus cyclique. Là. Tu sais, ça va, ça revient. Puis encore plus un deuil périnatal. Parce qu'un deuil périnatal aussi, ce qui est particulier, c'est que tu l'as pas, hein, l'enfant avec toi. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse, je l'ai vu. Mais il y a certes, tu sais, dans le cas d'une fausse couche, tu le vois pas physiquement, le bébé non plus. Puis tu n'as aucun souvenir, là, à part la grossesse, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis tu perds pas juste la personne, tu perds la vie que tu aurais eue avec la personne. Fait que, tu sais, le moindre petit truc peut te ramener aussi à une autre étape. Tu sais. Moi, ça m'arrive d'être super contente une journée, puis un moment donné, de faire comme « Ah, ça aurait tellement été un beau moment avec mon garçon. » Puis là, tu sais, bon, ça y est, je repars en tristesse, puis tout. Fait que c'est très, très, très variable. C'est comme un gros barbeau, là, puis tu navigues là-dedans. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que, mettons, dans les deuils que moi, j'ai vécu et qui est ben, c'est juste des personnes adultes, je pense qu'il y a comme une partie du deuil où est-ce que tu te réconfortes dans les souvenirs. Tu sais, qu'à un moment donné, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Puis là, un moment donné, tu sais, mettons, dans les funérailles, il y a quelqu'un qui dit une blague, un souvenir qui est drôle, un souvenir heureux. Puis là, comme un moment donné, petit à petit, ta tristesse est remplacée par des souvenirs heureux de la personne. Mais on dirait que j'avais jamais fait le parallèle que de faire un deuil d'une personne avec qui tu n'as pas de souvenirs. Comment tu fais pour remplacer la tristesse par quelque chose d'heureux? C'est impossible. Moi, les seuls souvenirs que j'ai sont dans ma petite boîte blanche, là. C'est ça. Fait que dans mes 2 petites boîtes blanches maintenant. Fait que, mais c'est ça, tu sais, c'est comme d'apprendre à gérer puis aussi 5 minutes, je suis contente. L'autre 5 minutes d'après, je suis couchée par terre en train de pleurer avec mon chien qui me liche la face pour me gérer. Puis comme 5 minutes après, ben je m'en vais prendre un café avec mes amis. Là. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Suis-je en train de devenir folle? Ben non. T'es juste en train de vivre un deuil, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup aidé de comprendre ça. Puis il y a eu un moment aussi que je suis vraiment devenue paniquée parce que j'avais la pensée de ben je voudrais être morte moi aussi parce que je veux m'occuper de mon enfant. Faut que j'aille le rejoindre, tu sais. Comme il est tout seul. Il est tout seul à quelque part, tu sais, mon bébé. Puis ça, j'ai vraiment eu peur parce que j'étais comme, bon, ça y est, je commence à avoir des idées suicidaires. Est-ce que c'était des idées suicidaires? Non, c'est ça l'affaire. Fait qu'une fois que j'en ai parlé, ben c'est à ce moment-là que j'ai demandé la psychologue aussi. Fait que là, moi, j'écrivais comme vraiment intense de comme, je commence à avoir des idées suicidaires, aidez-moi. Fait que j'ai eu vraiment rapidement une psychologue à ce moment-là. Mais finalement, c'est aussi quelque chose qui est très fréquent dans le deuil périnatal, c'est que tu as quand même l'instinct maternel. Tu veux t'occuper de ton enfant, mais ton enfant, il n'est pas avec toi. Fait que tu veux aller t'occuper de ton enfant. Ça ne veut pas dire que tu es dépressive, mais l'appel est là quand même. Ça t'habite quand même. Oui. Fait que ça a été comme aussi... Mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce support-là à ce moment-là parce que, tu sais, de comprendre que c'est normal ce que je vis puis de pas avoir peur de cette pensée-là. Fait que quand je l'ai, cette pensée-là, mais je suis juste comme, ben oui, c'est parce que je veux m'occuper de lui, mais tu sais, c'est pas parce que je veux nécessairement plus être dans ce monde-ci. Fait que, Est-ce qu'il y a d'autres phases que tu as traversées ou d'autres étapes entre le premier deuil que tu as vécu et le moment où est-ce que vous vous êtes dit que vous voulez tomber enceinte à nouveau? Oui. Ben dans le fond, nous, on savait qu'on voulait... Je peux m'incruster à travers tout ça, là. Oh. C'est un Kleenex. J'essaie de convaincre Charles d'avoir un bébé. I'm hormonal! Oh non! Non, mais je ne veux pas le spotlight sur moi en ce moment. Non, mais ce que j'allais dire, c'est quand est-ce que tu te dis avec ton chum, OK, on réessaye de retomber enceinte? Ben, c'est ça. Ben, tu vois, nous, on se l'est dit quand même assez vite, là, Kat, tu le sais. Vous le savez aussi probablement dans les dates. J'étais au Japon. Ah oui, c'est je m'en souviens. Je te l'ai annoncé. C'était comme, est-ce que je peux rompre le secret professionnel pour le dire à Charles? J'étais comme, oui, absolument. Oui, Kat a été une des premières personnes à le savoir pour mes 2 grossesses. Parce que ma première grossesse, j'étais comme, Kat,
asking for a friend. À partir de quand on commence la physio? Pour refaire. Je tombe enceinte, je peux-tu venir en physio live? Non, mais c'est aussi que. Est-ce que tu me permets de parler de nos séances? Oui. Sans parler de nos séances, là, je parle. Je ne vais pas dire ton score de force de planche pelvien, non, mais. Je m'en souviens même pas d'ailleurs. Plus que. Tu sais, on parlait de postpartum et tout, mais je parle. Val, t'es venue me voir pour faire ta réadapte postpartum, là. Ouais. T'as un impact sur ton plancher pelvien, là. C'est vrai. Oui. C'est ça. On l'a comme skippé, mais c'est vrai que tu vis un full postpartum. Tu sais, mais moi, je t'ai trouvée bonne et courageuse là-dedans. Là. Je ne crois vraiment pas que. Puis j'en ai des femmes qui m'ont déjà écrit pour annuler tout leur suivi à cause de cette raison-là et qui m'ont pas réécrit après. Et je comprends, là, je serais la première à dire fuck mon plancher pelvien, je m'en contrefous. Je l'oublie complètement. Ouais. Mais là, tu m'as écrit au Japon. Oui. Mais c'est ça. Dans le fond, la décision qu'on a prise, c'était un petit peu avant ça. Évidemment. Mais ma médecin, elle nous a vus rapidement là, après le premier deuil. Puis elle nous a dit qu'il y avait des options. Tu sais, comme la deuxième grossesse, on allait comme tout de suite commencer les traitements pour l'incompétence cervicale. Ah, pour l'incompétence. Parce que moi, j'allais dire l'infertilité avec ça. Genre, quand tu as eu ta première grossesse, c'était sur la. Là, tu te dis. Genre, un autre année que tu te rembarques, là. Moi, c'est pour ça que j'étais comme moi, le plus vite, on peut recommencer parce que ça va me reprendre encore un an. C'est ça dans ta tête, c'est sûr. Là. Fait qu'elle nous avait dit, attendez 2 mois, le temps que comme tout revienne un petit peu plus normal. Puis là, c'est là que j'allais comme full en physio-périnéale. Puis après ça, dans le fond, là, on a parlé du cerclage. Fait que là, ils viennent faire des points de suture, un peu pour fermer, un peu comme une bourse là, en sac là, qu'on vient comme tirer sur le cordon. C'est ça qu'ils font à la grossesse. Sur ton utérus? Non, sur le col. Sur le col, excuse-moi. Fait que le trou là, qu'elle t'a expliqué tantôt. Fait que, tu sais, ça, c'est super facile à faire. C'est une opération de 30 minutes. Tu sais, j'ai juste une anesthésie rachidienne pendant la grossesse. Ça a des très bons taux de succès. Là. Fait que moi, j'étais comme, oui, parfait, allons-y. Elle nous a dit, OK, vous pouvez vous réessayer. Le mois d'après, le petit tannant s'est accroché, là. Ouais. Lui, il était pressé, là, tu sais. Ouais. Fait qu'il y en avait un bien relax comme son père, puis l'autre, il était sa mère, là, comme, tu sais, go maintenant. Ouais. Fait que c'est ça, je suis tombée enceinte juste avant Noël. Yep. On n'a pas eu trop le choix de l'annoncer rapidement aussi, celui-là, parce que j'étais à 6 semaines pendant les fêtes de Noël, mais là, je peux pas prendre de champagne, je peux pas prendre de verre de vin. Fait que toutes mes familles l'ont appris vraiment tôt. Mon Dieu, toutes mes familles, comme si j'en avais 6. Des fois, c'est recomposé, puis... Même pas! Mais, tu sais, nos 2 familles, là, dans le fond, l'ont appris vraiment tôt. Mais je pense que ça a été comme bénéfique aussi pour nous parce qu'on avait le support dès le début. Parce que de toute façon, quand j'ai perdu Édouard, je l'ai annoncé à l'univers au grand complet. Là. Je l'ai fait, mon annonce. J'avais pas annoncé encore ma grossesse. Là. J'étais comme, là, je veux juste que tout le monde sache que mon bébé a existé. Oui, je comprends. Ben oui. Fait que là, c'est ça. Cette grossesse-là, beaucoup plus relaxe. Une chance. Puis c'était à combien de semaines t'as dit que tu pouvais avoir ton cerclage du col? À 12 semaines. À 12. Oui. Fait que moi, j'ai recommencé, oui, parce que dans le fond, à Édouard, vu que j'avais accouché après 20 semaines, après 19 semaines, j'avais accès au RQAP qui me donnait le congé de maternité. Fait que la partie de 15 à 18 semaines, là, dépendamment si tu prends le 85 ou le 75 de ton salaire, la partie maternité, elle est pour la personne qui a accouché pour se rétablir de l'accouchement. Fait qu'eux autres, ils ont mis la ligne à 19. Fait qu'à partir de la 20e semaine, là, dans le fond, fait qu'à partir de 19 semaines et 1 jour, tu y as accès. Fait que moi, j'ai pris le 18 semaines de congé. Ça a vraiment aidé, énormément. Fait que j'ai recommencé à travailler en janvier, que je savais déjà que j'étais enceinte. Fait que j'avais déjà dit à ma boss, je recommence à travailler, mais comme ça se pourrait que je reparte bien vite. Fait que là, j'ai eu mon cerclage à 12 semaines, l'échographie, tout est beau, bébé, un top shape qui fait 3-4 tours pendant qu'on est là. Tu sais, ça se passe super bien. Puis notre échographie était juste avant la chirurgie, la même journée. Fait que la chirurgie est faite.
tout va super bien. J'ai un suivi après. Chirurgie d'un jour, comme? Chirurgie, oui, d'un jour. On arrive à 6 heures du matin, beaucoup trop tôt pour un rendez-vous à Montréal. Absolument. Oh, à jeun. Mais ça a vraiment super bien été. Puis tu vois, je suis repartie de l'hôpital à 3 heures sur mes pieds parce que c'est le temps surtout que la rachidienne ne fasse plus effet puis que je puisse me lever. Parce que c'est ça, je sentais plus mes pieds à ce moment-là. Est-ce que je peux t'interrompre puis juste te demander ton avis par rapport... Dans le fond, tu as pris 18 semaines de congé de maternité après Édouard. Oui. C'est toi qui as porté ce bébé-là, c'est toi qui as accouché ce bébé-là, mais ce deuil-là se fait tout de même à 2. À 2, oui. Ton chum, lui, est-ce qu'il a eu le droit à du congé payé par le gouvernement ou non? Non. Fait que ça, c'est la partie triste. Ouais. Les hommes ont absolument rien. Puis ça, peu importe l'âge de l'enfant qui décède. Puis ce qui est triste aussi, c'est que avant la 20e semaine, comme à Elliot, j'ai accouché à 17, j'avais plus rien. J'avais le droit à 3 semaines sans solde. Fait que, tu sais, mais moi, j'ai pris 3 mois, dans le fond, pour Elliot parce que j'avais des assurances. Est-ce que ton chum, avez-vous été dans le privilège de pouvoir... Non, parce que mon chum, il n'y a pas d'assurance salaire parce qu'il est du côté patronal dans sa compagnie. Fait que lui, tu vois, il a pris 1 semaine sans solde. Après ça, il a recommencé. Ma médecin, il avait signé 3 semaines quand même d'arrêt, mais lui, ça lui a fait du bien aussi de recommencer. Oui, on vit tous notre deuil de façon différente. C'est ça. Fait que ça lui a fait du bien de retomber un peu dans l'action. Puis je pense aussi que son boss est très, très compréhensif. Là. Il est très bon ami avec son boss. Fait que, tu sais, les journées que ça allait moins bien, il restait à la maison. T'sais, les journées que moi, j'allais moins bien, Nico restait à la maison avec moi, puis il travaillait de la maison. Fait que... Ça a aidé. Il y a eu une certaine flexibilité. Là. C'est ça. Ça a aidé parce que la compagnie a aidé. Mais ça dépend. C'est différent. Ça dépend de ton emploi. C'est ça. Mais ouais, je referme ma boucle. Tu as fini, tu retournes à la maison, il est 3 heures de l'après-midi. Oui. Fait que là, il y a ça. Dans le fond, la médecin m'arrête complètement. Fait que moi, j'ai arrêté de travailler le 31 janvier à la maison. Puis elle me dit, modifie pas nécessairement trop tes activités. Tu reste active. Mais elle dit, je veux absolument rien qui fait de la pression pression abdominale. Fait que, va-t'en pas faire des sit-ups. Elle m'avait dit de pas faire de parachute, ce qui était correct en soi. Je prévoyais pas faire ça, mettons. J'adore ça. Ça fait du sens. Mais tu sais, mettons, je me suis auto-limitée encore plus que ce qu'elle m'avait donné comme recommandation. J'imagine que tu ne dois pas être la seule là, qui fait ça. Là. Ah non, puis je suis sur des groupes de suivi, justement, des groupes de support de mamans qui vivent avec l'incompétence cervicale. Puis la majorité, ils sont comme, mon médecin m'a dit de continuer à travailler, mais moi, j'ai décidé que je prenais congé toute ma grossesse et que je restais alitée. Puis j'étais comme, on pourrait bouger un peu les jambes quand même. C'est ça. Mais c'est ça, tu sais, on a tendance à... de la peur, là. Mais c'est ça, excessivement. Tu sais, le nombre d'allers-retours que j'ai fait à Sainte-Justine, puis j'avais une infirmière attitrée à mon dossier. Fait que des fois, je l'appelais, puis j'étais comme, Claudia, je sens comme telle affaire. Est-ce que je me pointe? Est-ce qu'on m'évalue ou c'est juste parce que je panique? Puis elle est comme, tu sais, si t'es stressée, viens-t'en. On va t'évaluer. Fait que, ils savent, là, tu sais, que c'est stressant comme deuxième grossesse. Oui. Puis là, dans le fond, un lundi matin, je me suis réveillée, puis je sentais dégoûtée. Fait que des petites gouttes qui coulaient. Fait que j'ai appelé mon chum. Puis là, tu sais, rien fait d'avant, là, tu sais, rien de bien spécial. J'étais à 17 semaines à ce moment-là. Puis, j'étais allée chercher mon chum au travail. On est parti à Sainte-Justine. Puis, dans le fond, quand c'est encore Dr. Audibert qui m'a vue cette fois-là, ça tombe tout le temps sur ses journées de garde. Puis là, tu sais, lui, il dit, les grossesses avec un cerclage, ça a tendance à créer comme un peu plus de sécrétion vaginale puis un peu plus liquide. Fait que lui, il venait me voir, mais il était comme, tu sais, on risque de juste être là pour te rassurer, tu sais. Ça devrait bien aller. Mais au final, quand ils ont mis le spéculum puis qu'on a ouvert, c'est la petite tension de plus qu'il y a eu. Fait que mes membranes avaient passé entre 2 points de suture. Puis le liquide s'était accumulé. Fait que j'avais encore les membranes qui avaient ressorti de mon col. Puis quand on a ouvert le spéculum, là, ça a mis un peu plus de pression. Fait que ça a rompu mes os, définitivement. Fait que là, on a comme eu la confirmation que ça se passerait pas, encore une fois.
Fait que ça a été comme bien difficile. Ils nous ont... T'es-tu fâchée à ce moment-là? Non, mais je pense que ce qui m'a, mettons, empêché d'avoir cette pensée d'être fâchée-là, parce qu'en plus, c'est un étudiant en médecine qui mettait le spéculum. Fait que, tu sais, il aurait pu avoir la pensée de comme, ben, il a scrappé. Ouais, c'est lui qui a mal fait quelque chose. Mais, tu sais, je pense que ça, ce qui m'a aidée, c'est parce que je suis dans le domaine de la santé. Tu sais, la poche était déjà sortie. Fait qu'elle aurait pété en me relevant. C'est ça. Elle était déjà comme super en tension. Fait que, tu sais, moi, ça n'a jamais été comme ça. Fallait aller vérifier d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Puis, le pauvre petit résident. Je l'ai revu un peu plus tard, puis il avait pleuré, là, c'était sûr. Là, il est comme vraiment, vraiment. Là, il était rouge. Pauvre petit minou, j'ai scrappé son obstétrique. Je pense pas qu'il devienne. Ouais, ça peut aller one way or the other. C'est ça. Mais, fait que là, c'est ça, ils nous ont réhospitalisés. Puis quelques heures plus tard, là, j'ai commencé à avoir des contractions. Mais on avait gardé mon cerclage parce qu'on s'était dit, tant que le travail commence pas, il y a une mini chance, mais on va l'essayer quand même, que ma poche des os se referme puis que du liquide se recrée. Très minime, mais on s'est dit, tu sais, on va l'essayer d'un coup, que ça soit le miracle, tu sais. Mais là, j'ai des contractions qui ont commencé, fait que là, je commençais à avoir peur parce que le cerclage retenait aussi mon col. Là, je voulais pas, en plus que mon col était déjà pas très bon. Tu veux pas le maganer. Déchirer en plus. Fait que là, c'est à ce moment-là que j'ai demandé qu'on enlève le cerclage. Puis dès que les résidentes ont enlevé mon cerclage, j'étais déjà ouverte à 4 cm. Fait que comme en 30 minutes de contraction, j'étais déjà full ouverte. Puis après ça, là, c'est la partie le fun qui commence. Fait que si jamais il y a du monde qui nous écoute puis qui ont vraiment comme une sensibilité aux détails, on skip de quelques minutes, mettons. Fait que dans le fond, une fois qu'on a enlevé mon cerclage, j'ai commencé à avoir de plus en plus de grosses contractions. Puis j'ai été malade. Puis j'ai probablement refait un autre choc vagal. Puis là, j'ai eu une grosse crise de panique. Là, je disais à Nico, j'étais comme, je peux pas revivre ça, on peut pas refaire ça encore, ça se peut pas. Puis là, la grosse panique. Puis l'infirmière, elle m'a donné quelque chose pour la nausée, pour m'aider aussi un peu. Puis une fois que je me suis comme calmée, je me suis endormie. Fait que j'ai pas eu de contraction, ou en tout cas pas assez pour me réveiller pendant 2h30 de temps. Puis quand je me suis réveillée, mais là, la médecin de garde, elle revenait faire un suivi. Puis là, on a commencé à discuter justement, tu sais, formation de poumons. Tu sais, est-ce qu'on prend le guess d'essayer de l'amener jusqu'à 24 semaines, qui est comme la viabilité bien flush, en sachant que les poumons se développent quand le bébé avale du liquide, que là, j'en ai plus dans l'utérus en ce moment, tu sais. Puis que là, on prend le risque que là, à ce moment-là, il souffre pour vrai, tu sais. Fait qu'on a eu comme toute cette grosse discussion-là. Mais là, on s'est dit... Ben la médecin, elle nous disait, tu sais, il n'y a pas de rush, là. Tu sais, ton travail, c'est arrêté. Fait qu'on peut attendre puis s'en reparler demain, là. Tu sais, vous pouvez dormir là-dessus puis tout ça. Puis là, mon chum, il a eu comme la bonne idée de demander une écho. Il a dit, on peut-tu juste vérifier qu'il n'est pas décédé par les premières contractions? Puis si oui, on va prendre la pilule tout de suite pour... Ben oui. Là, je dis que Nico a dit qu'on va prendre la pilule, mais on s'entend qu'on l'a dit ensemble. Là, mon chum ne va pas forcer. Est-ce qu'on se casse la tête toute la nuit là-dessus ou genre ça vaut pas la peine? Une décision qui... Exactement. Puis là, c'est ça. Là, on arrive au moment un petit peu plus sensible. La médecin est revenue avec l'écho. Prends ta gorgée. Je la connais pas, cette histoire-là encore, on s'est pas vu. Non, c'est vrai, je te l'ai pas raconté. Fait que la médecin arrive avec l'écho, puis on le met sur mon ventre, puis il n'y a plus rien dans mon utérus. Fait que bébé était dans mon vagin, déjà. Fait qu'il est probablement sorti par la grosse contraction qui a provoqué que je sois malade puis que je fasse ma crise de panique puis tout ça, mais je m'en suis pas rendu compte parce qu'il était tellement trop petit. Fait qu'il était comme là. Fait que après ça, en une poussée, il était sorti. Là. On l'a comme sorti à ce moment-là. Puis il était lui aussi décédé. Là. Il est décédé à quelque part dans ce 3 heures-là. Là. Ouais. Mais parce qu'on on s'est croisés, Val et moi, à l'événement de Elle Réseau. Oui. Puis ça venait tout juste d'arriver et comme... bref, ça faisait comme quelques semaines là, de ce que je me souviens. Ouais. Puis ce qui m'avait comme vraiment marqué de ce que tu m'avais dit, c'est comme...
Puis là, je vais me permettre de sacrer tout le monde, là. Calisse 4, genre, moi, j'ai perdu Édouard, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse, tout le deuil. J'étais allée en psy, comme j'ai fait mes lectures, j'ai pleuré, j'ai crié. Là, j'en repère un autre, ça me tente pas. Ça me tente juste pas, genre. Là, j'étais comme, bon, là, la vie me fait chier. Tu sais, qu'est-ce que je fais de plus? Tu sais, il y a quoi que je peux faire de plus, là? Tu sais, j'ai tout fait comme il faut. J'ai fait ma psy, j'ai fait mon yoga, j'ai fait mes respirations, j'ai fait ma visualisation, tu sais. Puis tout, fait que j'étais comme, bon, ben là, je vais tout faire l'inverse, là. Je vais aller pleurer sur mon divan à la place, là, tu sais. Fait que, ouais, celle-là a fait mal. Oh. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Tu dois être dans un enfer sur Terre, là, genre. Ouais. Tu dois être dans un... Comme la crise de panique, je peux même pas imaginer. Là, Ouais. comme... Puis, tu sais, j'ai une amie, une de mes collègues, Josie, qui m'a écrit, parce que quand j'ai fait l'annonce qu'on a perdu Édouard, tu sais, moi, je fais tout le temps comme un post Facebook, puis je le partage, puis tout ça. Ben, je ne trouvais pas une autre manière, puis je savais que j'allais avoir le commentaire que j'ai l'air de me culpabiliser, tu sais, puis de me mettre la faute dessus. Mais la seule chose que j'arrivais à écrire, c'est cette fois-là encore, mon corps n'a pas tenu. C'est ça. J'étais comme, je ne peux pas l'écrire d'une autre manière. On dirait que ça ne fait pas de sens, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je le sens, tu sais. C'est mon corps qui a pas voulu le garder, là, tu sais. Même s'il y avait 250 personnes sur la Terre qui disaient non, mais c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Si c'est de même, tu le ressentis, c'est de même, tu le C'est ressentis. ça. Puis, tu sais, maintenant, je pense avec le cheminement aussi, je le sais que c'est pas de ma faute, mais c'est de sa faute à lui. Oui, c'est ça. Lui, il est pas capable de le tenir, une grossesse. Fait que, tu sais, on dirait que je me suis comme un peu dissociée de... C'est pas de ma faute psychologiquement, j'ai pas la culpabilité, mais mon corps est pas capable de soutenir une grossesse naturellement. Fait que, en même temps, là, il y a encore des options. Fait que, allons-y pour les options, là, tu sais. Là, c'est quoi les options? C'est ma cruche qui ne le sait pas. À chaque rendez-vous, C'est quoi les options? Je pense que c'est pas pour vrai. Kat, elle sait tous mes rendez-vous, puis je suis comme, allô, j'ai parlé à mon chirurgien. Ben, comment dire, je veux avoir beaucoup de douceur dans tout ça, mais Oui. je veux pas dire que je trouve ça intéressant, mais tu risques d'être une des seules patientes qui, ou très peu, le minimum de mes patientes, qui vont avoir tout ce processus-là. Le côté médical, je le trouve fabuleux parce que, mon Dieu, qu'on est capable de faire des choses en 2025. Vraiment. Mais oui, parle-nous de tes prochaines options. Ouais. Fait que la prochaine option. La prochaine option qui va fonctionner. Qui va fonctionner parce que là, elle est à comme 98 de taux de succès. Oui, parce que les taux de... me semble que tu me l'avais dit, là, dans le fond, après ton intervention, le cerclage, les taux d'échec sont de combien? Ils sont quand même minimes. Mais tu sais, je te dirais, le taux à la base là, d'incompétence cervicale, c'est 0,002 des grossesses. C'est que ça, de la population. Grossesse Édouard, là. Grossesse Édouard, je suis dans le 0,02 Après ça, le cerclage, dans ce 0,02 %-là, le cerclage a un taux de succès entre 75 à 85 Fait que c'est quand même un excellent taux de succès. Oui, mais c'est pas 99 quand même. C'est pas 100 tu sais. Mais c'est l'option, tu sais, qui va aider la majorité du monde. Fait que c'est ça qui est proposé en premier. Si ça fonctionne pas, fait que là, moi, je suis comme dans le mini-pourcentage du mini-pourcentage en plus. Là, déjà, là, la vie me fait chier. Les univers me lâchent pas. Puis là, dans le fond, le TAC que j'appelle, parce que dans le fond, c'est le cerclage transabdominal. En anglais, ils mettent l'acronyme TAC. Lui, il y a un taux de succès d'environ 95 à 98 quand il est fait avant la grossesse. Il peut être fait aussi pendant la grossesse. Là, le taux de
de succès diminue un petit peu parce que l'utérus est déjà en train de gonfler. Fait que la base de l'utérus est plus large. Fait que le cerclage peut pas être mis aussi serré. Okay. Fait que c'est quoi qu'ils font exactement pour les gens qui ne sont pas médecins, qui nous écoutent? Parce que dans le fond, ton premier cerclage, si j'y vais très raw, là, c'est par voie vaginale. Par voie vaginale. Ouvrir le vagin avec un spéculum, I guess, or whatsoever, puis venir coudre au niveau du col. Ouais, je te dirais que le spéculum, j'ai aucune idée. J'étais trop gelée pour que je le sentais pas du tout. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il coud à l'intérieur. Du vagin. Du vagin. Fait que dans le fond, tu sais, imagine, là, admettons, là, je peux-tu déposer mon micro, tu penses? Non, si on veut t'entendre. Okay. Si tu veux parler en même temps. Je vais montrer quelque chose. Okay. Fait que leçon d'anatomie. Tu laisser mon micro? Je faudrait t'entendre. Non, vraiment pas. Fait que, mettons, ceci est mon utérus. Mon col de l'utérus est comme ma main. Là. Imaginez un rouleau de papier de toilette là, en dessous, puis le vagin est là. Fait que quand on vient faire le cerclage, en bas, il y a une partie... Je veux pas trop cacher avec la caméra. Il y a une partie qui est accessible par le vagin pour venir fermer autour. Le plan de match avec un cerclage abdominal, c'est qu'on va venir fermer cette partie-là. Et là, la partie plus à l'intérieur. Ben, dans le fond, on vient fermer la partie à la fin de l'utérus. Fait que la chirurgie est faite à la base pour les femmes qui doivent se faire enlever le col quand ils ont le cancer, entre autres. Fait que là, il faut qu'ils passent, j'imagine, par la laparoscopie. Par la laparoscopie, oui. Fait qu'avec les petites caméras, là, ils font comme 4 petits trous là, pour passer, puis des petits bras robotiques. Puis ça se fait aussi par la parotomie. Fait que là, on ouvre pareil comme une chirurgie césarienne. Mais le temps de recovery est un peu plus long. Fait qu'ils aiment plus l'option de la laparoscopie. Ouais. Fait que ça, c'est comme le plan que je suis en attente là, pour... avant. Ton rendez-vous est, je pense, à quelque part à l'automne. C'est ça, le médecin revenait de vacances. Ouais. Je sais plus trop. Non, il était parti en congé de paternité. Fait que dans le fond, moi, je l'ai vu un jeudi, puis le vendredi, il partait en congé de paternité. Je suis sa dernière patiente qu'il a vue avant tout ça. Fait que c'est ça. Quand il va revenir de son congé, là, je vais être dans sa liste opératoire. Fait que ça veut dire que dès qu'il revient, qu'il t'appelle, il donne une date de chirurgie, tu as la chirurgie et après, tu peux retenter de tomber enceinte. Ouais. C'est ça. C'est quelque chose comme ça. Puis là, comment tu te sens par rapport à une future grossesse? Bien, c'est sûr que ça va être stressant. Tu sais, ça... on s'en défera pas, là. Puis, dans le fond, aussi, l'option aussi du cerclage abdominal, ça fait que je peux plus accoucher naturellement, tu sais, vaginalement. Fait que ça va toujours être des césariennes pour les prochaines grossesses. C'est un moindre mal. Rendu là, t'es comme, allons, aucun problème. Ouvrons-moi, il n'y a pas de stress. Oui. Allons-y pour un bébé en santé, aucun problème. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va être stressant, mais en même temps, tu sais, je me dis, je suis aussi prise en charge par comme l'équipe de rêve là, que tu veux. Fait que... De façon très étroite, avec beaucoup de suivi, sûrement beaucoup d'écho et... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que aussi cette fois-ci, je me sentirai pas mal. Tu sais, ça, je suis en train d'essayer de briser aussi ça, de sentir que je dérange, d'aller voir, bien là, ça, est-ce que c'est normal? Tu sais, là, je prendrai juste pas de chance. Là, t'as l'abonnement. Là, regarde, Claudia, là, est en speed dial. Mon infirmière, là. Point que le matin. On va dans la salle d'attente. Allô, Claudia. On la salue. On écoute la journée. Merci beaucoup. Ça va demain. Fait que, tu sais, je pense que ça va être, tu sais, c'est sûr que ça va être stressant, mais aussi, tu sais, j'ai appris avec ces deuils-là à comme accepter ce que je peux pas contrôler. Fait que ça, c'est un des points positifs là, de ce que j'ai grandi. Là. Clairement, ça m'a aidé pour tout ce qui est anxiété. Fait que je pense qu'il va juste falloir aussi que j'accepte que ça, je le contrôle pas, puis qu'on va espérer. Puis tu as été rechercher beaucoup de ressources, de groupes de soutien. Qu'est-ce que la communauté t'a apporté dans ces deuils-là? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, le fait d'être avec d'autres personnes qui savent ce que je vis, tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, mes proches sont exceptionnels. Là, moi, mon entourage, ils ont tout bien fait. Là, comme j'ai eu quelques commentaires maladroits, mais c'est tout. Fait que j'avais pas nécessairement besoin de me sauver de commentaires que j'aimais pas, mettons, mais d'avoir quelqu'un qui sait
vraiment ce qui se passe. C'est dur de battre ça, je te dirais. Fait que, les gens peuvent être là pour t'aider, pour te supporter, mais peuvent pas te dire « je te comprends ». Non, personne qui comprend, sauf les gens qui l'ont vécu. Oui, puis tu sais, je te dirais aussi que moi, je suis une personne très empathique. J'aime beaucoup aider les autres. Fait que j'étais rendue aussi que je prévoyais comment dire quelque chose pour pas mettre la personne mal à l'aise, tu sais. Puis il y a eu un moment que une de mes amies m'a comme un peu chicanée parce que mon amie Cass, dans le fond, elle a pas Facebook. Fait qu'elle l'a appris par une de nos amies, tu sais, parce qu'elle a pas vu mon post Facebook. Fait qu'elle m'a écrit juste comme 3 jours plus tard, puis elle était comme « Oh mon Dieu, Val, je suis tellement désolée, tu sais, j'ai pas vu le post, j'étais pas sur Facebook. » Puis moi, je me suis excusée, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, Cass, je m'excuse tellement, j'avais oublié que t'avais pas Facebook, j'aurais dû t'écrire direct. » Puis elle était comme « Là, ça, c'est non. » Ben oui. Tu sais, range tout de suite ton people pleaser, là. Pense à toi. C'est ça. Fait que, tu sais, d'être avec du monde qui le vivent, ben t'as pas à avoir peur du malaise. Oui. C'est comme, ben... C'est toute la temps ensemble. Nos bébés sont tous morts. Fait que comme, on va... Puis on sait aussi ce qu'on a passé à travers. Fait que, tu sais, justement, tantôt, quand je disais, ben, tu sais, j'aimerais ça être avec eux, j'aimerais ça être morte dans un sens parce que lui est mort aussi, ben, on l'a tout eu cette pensée-là. Fait qu'on dirait qu'on se sent pas weird. Fait que déculpabilisant. Ouais. Est-ce que c'est une vraiment drôle de question qui était zéro prévue dans nos questions? On dirait que je suis rendue loin. Là. Tu sais, on est des filles très scientifiques, on est des filles très cartésiennes. J'ai toujours un mini côté de moi spirituel et qui dit à mon chum, genre, je sais que toi, tu crois pas à la vie au-delà de la mort, mais croisez 1% pour qu'on s'y retrouve. Ouais. Cute! À chaque fois, c'est vrai, c'est le speech que je suis comme non. Mais bon. Avant toutes ces expériences-là et ces accouchements-là, est-ce que tu étais quelqu'un qui croyait à... T'avais-tu une certaine forme de spiritualité? Est-ce que ça l'a fait évoluer ça? Hey, mon Dieu. Moi, ma spiritualité, elle a énormément bougé dans ma vie. Là, comme il y a eu un moment quand j'étais jeune que je pensais que j'étais bouddhiste. Là. Tu sais, j'ai comme changé toutes mes... Je les ai toutes essayées à peu près. J'avoue que comme je suis un peu plus scientifique dans le terme de... comme organiquement, le corps va se désintégrer. Puis, tu sais, la conception du cerveau est plus là. Fait que, tu sais, le noir à la fin, là. Puis ça m'allait. Je te dirais que depuis Édouard, moi, Édouard, quand il est né, 2 jours avant, on était chez une amie dans les Laurentides, puis on avait regardé les Perséides. Parce que c'était la grosse soirée des Perséides avec plein d'étoiles filantes. Puis on avait regardé les étoiles, puis il y avait un de ses oncles qui connaissait comme à peu près toutes les étoiles dans le système. Là. Puis j'avais retenu l'étoile Vega, qui est une des plus brillantes. Fait que moi, à Édouard, quand il est né, je lui ai dit « Va sur Vega, je vais être capable de te revoir. Je vais être capable de te retrouver. » Fait que là, moi, mon petit mini, il est sur Vega. Puis ce que je savais pas, parce que j'ai jamais regardé les étoiles avant ce moment-là, là, réellement, c'est de chez nous, à Blainville, Vega, elle est au-dessus de nous, comme mon arbre pointe l'étoile. Le lendemain, quand on est revenu de l'hôpital, fait qu'on a téléchargé une application, tu sais, pour la trouver, Vega, tu sais, puis elle est là. Puis on était comme, OK, tu sais, voilà, c'est comme Édouard, il est là. Fait qu'à tous les soirs, on allait lui dire bonne nuit. Puis à Elliot, mais je lui ai juste dit d'aller rejoindre Édouard. Puis je te dirais qu'à Elliot, ça m'a comme un peu rassurée parce que là, je me suis dit, les deux sont ensemble. Ils sont ensemble, ils s'amusent ensemble. Fait que là, je les vois vraiment comme les 2 petits garçons sur leur étoile. Le dessin du Petit Prince, c'est genre exactement comme ça que je les figure. Fait que ça, il y a un petit côté de rassurant que je me dis comme, ben eux, j'ai décidé qu'ils étaient encore sur leur étoile puis que comme plus tard, on va aller les rejoindre. Fait que j'ai comme décidé que ça devenait ça, ma philosophie. C'est vraiment cute. C'est magnifique. Bien pensé, oui, vraiment. Puis, si jamais il y a une femme, ben une personne, point, là, qui nous écoute en ce moment puis qui se dit, tu sais, là, tu as parlé des... Pourrais-tu me répéter les 2 organismes? Oui, fait qu'il y a Parents orphelins à Montréal, puis il y a les Perséides à Québec. Puis, je t'ai vu lire beaucoup là, à travers des stories, là, veux pas. Oui. Est-ce qu'il y a des lectures, des livres, des essais qui t'ont plus marqué, que tu as l'impression qu'ils t'ont aidé à comprendre, qui t'ont aidé à cheminer à travers ce deuil-là? Oui. Bien, dans le fond, le livre Le deuil invisible de les 2 filles de Savant Maman. Fait que Laurie Zéphir et Jessica Brazo. Oui. Mouah.
les invités. J'aimerais tellement ça qu'ils viennent, ils sont vraiment magnifiques. Fait que ça, là, c'est comme un guide. C'est un peu comme vivre un deuil périnatal pour les nuls. Tu sais, c'est à peu près ça. Tu sais, le premier chapitre, c'est vraiment expliquer c'est quoi les termes, tu sais, tout ça, qu'est-ce que tu vis. Puis après ça, il y a une section comment t'en parles aux enfants. Tu sais, parce que moi, j'ai pas eu à vivre ça, là, mais tu sais, j'en connais là, du monde qui ont eu à expliquer à leur enfant là, que bébé, il reviendra pas finalement. Là, tu sais. Puis comment en parler en couple, puis tout ça. Fait que ça, je te dirais, moi, ça a été ma première lecture. C'est comme une bonne première lecture. J'ai forcé mon chum à la lire. Ça a été le seul livre qu'il a lu sur le deuil. Mais tu sais, je trouve que ça, c'est une bonne base, même si t'as pas envie de creuser plus après. Fait que le deuil invisible. Le deuil invisible, je crois que le sous-titre, c'est Comment survivre au deuil périnatal, là, ou quelque chose comme ça. Puis le deuxième livre, c'est une amie que elle, son bébé est décédé à 1 an. Puis dans le fond, elle me l'a donné en cadeau. Elle m'a juste écrit comme c'est quoi ton adresse, je t'envoie quelque chose. Puis une couple de jours plus tard, je recevais ça. On est comme exactement du même type de personnalité. Fait qu'elle aussi, elle les a toutes faites, les lectures. C'est Dans ces moments-là de Hélène Guérin, je pense. Ça se pourrait. Ça, c'est un livre sur comment demander de l'aide. Puis, il y a une section, dans le fond, la moitié du livre est faite pour l'entourage. Fait que comment proposer de l'aide aux parents. Fait qu'il y a comme vraiment une section, tu sais, pour les parents, qu'est-ce que, tu sais, à la base, comment savoir qu'est-ce que j'ai besoin parce que je le savais pas, là. Ouais, c'est ça. Moi, le texto, texte-moi quand t'as besoin, là. Ouais. Je suis comme effoirée de même dans mon divan. Là. Je sais pas ce que j'ai besoin. Là, J'arrive même pas à me faire une toast. Là. Fait que, comme, je sais pas. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs, justement, concrets sur comment aider un parent qui vit un deuil périnatal. Puis il y a aussi une carte, mettons, pour les parents qui est faite pour savoir, pour donner des idées d'activités à faire en fonction de 2 besoins spécifiques au deuil. Fait que c'est, mettons, est-ce que j'ai besoin de me divertir, de pas être en train de penser du deuil, ou est-ce que j'ai besoin d'être confrontée à mon deuil, puis est-ce que j'ai besoin d'être seule ou j'ai besoin d'être en compagnie. Fait que, tu sais, après ça, si, mettons, je veux être seule et divertie, ben, il va écouter un Netflix, lire un livre sur telle affaire, tu sais, lire un livre sur un autre sujet, non. Si j'ai besoin d'être seule puis je vais être confrontée à mon deuil, ben, regarde des photos de l'écho, tu sais, pense à telle affaire, tu sais, tu peux faire une peinture là-dessus, tu sais, tout ça. Si tu veux te divertir puis être avec des amis, ben, va-t'en prendre un café, il va faire un cours de pilates, tu sais, tout ça. Fait que ça te donne des idées aussi parce que c'est ça aussi l'affaire, tu ne sais pas quoi faire. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment aidant, ce livre. Oui, puis ça m'intéresse parce que c'est comme un peu la dernière question qu'on n'a comme pas posée dans les questions qu'on avait préparées, mais de comme, qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce qui peut aider puis qu'est-ce qui n'aide pas. Mettons que je suis une personne, puis il y a quelqu'un dans mon entourage qui vit ça. Qu'est-ce que je devrais faire puis qu'est-ce que je devrais absolument pas dire? Ben, OK, on va commencer par ce qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas dire. Ouais. C'est de ta faute. Ça part vraiment pas bien. Mais des fois, le commentaire est un peu sneaky, mais ça sonne comme ça au final. Ah, t'aurais pu faire ça, ou peut-être que la prochaine fois, tu devrais faire ça. Oui, c'est ça. La prochaine fois, tu te reposeras plus. Non, là, t'es en train de me dire que je l'ai perdu parce que j'étais stressée. C'est ça. Conseil non sollicité. Là, dans tu l'as-tu eu, ça, comme commentaire de quelqu'un? Non. Non, vraiment pas. Moi, j'ai eu beaucoup de « au moins ». Tu sais, fait que... Mettons, là, on va se dire une règle. qu'il n'y a pas de « au moins » dans ça. Mais au moins, tu le sais que tu peux être enceinte. Parce que là, moi, je me demandais si je n'étais pas rendue infertile à ce moment-là. Ou au moins, tu l'as perdu tôt. Au moins, tu ne l'as pas connu. Ça, j'ai répondu direct. Puis j'étais comme, non, c'est justement pour ça que je suis triste. C'était comme ça mon plan, là, de le connaître. Fait que, tu sais, mettons la règle générale que j'aurais à dire là, pour quelqu'un qui veut parler avec un parent qui vient de vivre ce deuil-là, c'est qu'il n'y a aucune manière que tu diminues la peine de quelqu'un. Mon bébé est mort. Il n'y a rien que tu vas dire qui va me faire sentir mieux. Fait que de juste être là, écouter, puis valider la peine que j'ai, peu importe qu'elle l'ait perdue à 5 semaines ou à 36, la peine est la même. Là, dès que j'ai dans ma tête décidé que c'était mon bébé, là, que je l'ai perdu,
tôt dans ma grossesse ou pas, c'est la même peine. Là. Le deuil est aussi important. Fait que, tu sais, de valider que tu es là, puis que c'est normal, ces émotions-là, puis que tu vis quelque chose de difficile. Je pense que c'est surtout ça. Fait que ça serait comme le numéro 1. Là, au niveau comme soutien émotionnel, tout est normal, mais ça veut pas dire non plus de dire, ben oui, c'est normal, pleure, tu devrais pleurer. Comme, non, mais comme je comprends que tu vis quelque chose de vraiment difficile, puis comme je veux être là pour te soutenir. Tu as le droit aussi de dire que tu sais pas quoi dire. Moi, une de mes amies, elle m'a texté, puis je pense qu'elle va se reconnaître, parce que je l'ai fait pleurer récemment aussi en y disant ça. Parce qu'elle, c'est comme mon exemple de texto que je montre quand je parle avec du monde à parents orphelins. Elle m'a écrit je sais vraiment pas quoi dire, comme ta peine est comme immense, puis j'en saisis même pas la moitié. Je veux juste que tu saches que je suis là, puis je pense fort à toi. Puis elle dit, j'aimerais faire quelque chose pour toi, pour t'aider. Est-ce que tu veux que je passe t'amener un café, ou est-ce que tu voudrais sortir de la maison, ou veux-tu juste que je vienne comme te faire un câlin puis te laisser tranquille après? Fait que j'avais des options. Puis j'avais l'option de dire oui, non. J'avais l'option de dire qu'est-ce que je voulais. Mais c'était pas moi qui avais à penser à qu'est-ce que j'avais à lui demander. C'est pas juste un genre, donne-moi un heads-up si t'en as besoin. Ouais. C'est ça, tu sais. Puis je réécrivais pas au monde là, qui me disait fais juste me dire quand t'en as besoin. Puis c'est correct parce que je voyais l'intention était là, mais comme moi, j'osais pas demander après ça. Fait que c'est ça, je pense que c'était vraiment quelque chose d'aidant. Puis ça aide en général aussi parce que ça me donne des options de ce que je peux répondre. Bonne idée. Puis mettons quoi d'autre? D'être à l'aise d'écouter la personne. Tu sais, moi, honnêtement, ça m'a tellement... Moi, ça me fait du bien de parler de mes bébés. Tu sais. Vous le voyez, là, tu sais, j'aime ça en parler. Fait que, tu sais, de se fier un peu à comment les parents y en parlent, puis de fitter dans ce vocabulaire-là. Tu sais, moi, j'appelle Édouard puis Elliot. Fait que mes parents, quand ils me parlent d'eux, c'est Édouard puis Elliot, puis c'est les bébés étoiles, parce que c'est mes étoiles filantes, tu sais. Mais... D'où le nom de ton compte Instagram. Oui, maman d'étoiles. Oui. J'ai vu la plug. Fait que, tu sais, ça, c'est comme mon vocabulaire à moi. Mais je suis à l'aise de dire aussi que c'est une perte fétale parce que comme je suis dans le monde, dans le monde scientifique aussi un peu. Mais tu sais, il y a des mamans qui, eux autres, c'est leur bébé. Puis si tu parles de fœtus, ça les met à terre, tu sais. Fait que comme de s'aligner un peu avec comment les parents il en parle, puis d'en parler. Tu me feras pas plus de peine parce que t'en parles, ça fait juste me montrer que je suis pas toute seule à y penser. Fait que ça, c'est vraiment comme... Puis, tu sais, à Noël, là, mes parents m'ont fait un bas de Noël pour Édouard, tu sais. Fait que, en fait, chacun de nos deux familles ont fait des bas de Noël. Fait que là, on a 2 bas de Noël avec un E dessus. Fait que là, on va avoir Édouard puis Elliot. C'était pas prévu, mais c'était parfait. Oui, c'est ça, c'est pas de faire... Tu veux pas faire à semblant que ça n'existe pas et juste éviter le sujet, au contraire, là, genre... Tu peux en parler, puis comme tu dis, ça te fera pas plus de peine, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça reste marqué quand même pour toujours. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai annoncé que j'avais perdu Édouard, à la première fois que j'avais annoncé, c'est à ce moment-là qu'on a appris que ma grand-mère en avait perdu 2 avant ses 5 enfants vivants. Personne ne le savait. Ah, ouais? Ouais. On n'en parle pas assez. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des bébés. Puis j'ai une tante qui m'a écrit, j'ai 3 collègues qui m'ont écrit. Il y en a une là-dedans aussi qui m'a dit ben oui, je l'ai perdu moi aussi à 21 semaines. Puis j'étais comme mais on travaillait ensemble à ce moment-là. Comme puis je l'ai jamais su là. Fait que le monde l'intériorise beaucoup parce que c'est encore un sujet tabou là, là, de plus en plus on en parle mais ça reste quand même tabou, puis encore plus pour les femmes parce que comme ma fonction de mère est pas optimale, parce que comme je suis pas capable physiquement de garder une grossesse, c'est chiant, là, tu sais, j'en prends un petit peu sur mon ego, là. Fait que, tu sais, ça, dans les générations d'avant, c'est pas dit à cause de ça, parce que tu répondais pas à la fonction de la mère, tu sais. Fait que ce trauma-là, il finit par sortir maintenant parce que là, le plus de monde en parle, puis là, ça l'extériorise. Fait que, je pense que d'être ouvert à la discussion, de pas être mal à l'aise d'en parler,
C'est important. Là. Ouais. Des très bons conseils. Merci. J'aimerais ça poser la question Fleuravie. Qu'est-ce que t'en penses? Go shine. Oui. Quel message aimerais-tu transmettre à d'autres parents vivant un deuil périnatal? Mais vous n'êtes pas tout seul. C'est le pire moment que vous allez vivre de votre vie, probablement. Puis, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide le plus tôt possible. T'sais, dès que vous sentez que vous avez besoin d'aide, allez le chercher. Il y a de l'aide disponible, justement, avec Parents orphelins, avec les Perséides, il y a de plus en plus de pages Facebook qui existent aussi là-dessus. Puis, reach out, on veut vous aider, là, on est là. Puis, comment je dirais bien ça? Cachez-vous pas avec vos émotions. Sentez-vous pas mal de vivre vos émotions. Puis moi, ce que j'ai aussi appris un peu à la fin de mon premier deuil, c'est que si j'essayais de combattre mes émotions, mais ça faisait juste exploser encore plus, puis ma journée au complète était scrap. Fait que, comme vivons-les, nos émotions, là, puis c'est un peu aussi comme ça qu'on passe à travers, puis qu'on finit par se bâtir des souvenirs, puis tout. Puis d'aller chercher comme des petites parcelles de bonheur par-ci, par-là, puis éventuellement, sans s'en rendre compte, on voit que là, je suis rendue que je vis des belles journées, puis sans me sentir coupable d'être heureuse, Puis ça fait pas que je pense pas à mes bébés avec moi, là, c'est juste parce que je reprends un peu ma vie. Fait que il y a du support, puis ça va être dur un temps, mais comme si on se laisse vivre ces émotions-là, puis qu'on les vit complètement, là, ça... Il va y avoir des meilleures journées. Oui. Ouais. La tempête va passer. On demande toujours à la fin, sans surprise. Sans surprise. Aurais-tu une proposition? En fait, on change la question aujourd'hui. Oui, puis non. Aurais-tu... Non, attends. Aurais-tu une proposition de personnes à inviter au balado que tu trouves inspirante, que tu connais ou que tu connais pas? Et ou de sujets que nous devrions aborder. Mais je préfère les noms d'invités. Mais aujourd'hui, comme tantôt, on a dit des sujets qu'on n'a peut-être pas pensé, mais... là, j'avais préparé Laurie Zéphir puis Jess Brazo, mais là, tu m'as dit que tu attendais leur réponse. Non, en fait, il faut que je les relance. OK. Laurie et Jessica, nées au balado. Oui. Parce qu'ils sont vraiment... Comme Jessica Brazo, c'est pas vrai. Jess, c'est une journaliste, puis Laurie, c'est une psychologue. Puis les filles parlent de maternité, parlent de comme parentalité, mais comme tellement d'une belle manière, bien vulgarisée, mais qui est vraiment basée sur les évidences. Elles sont très bienveillantes aussi, je trouve, là, dans leur approche. Oui. Puis ils sont le fun. Ils sont genre relax, en train de jaser. Puis sinon, si je m'éloigne un petit peu de la maternité, mais il y aurait Sonia Lupien aussi. C'est notre grand rêve, mais she doesn't do podcast. Elle en fait Mais tu vois, j'avais déjà entendu une de ses étudiantes qui était allée à un podcast. J'étais une de ses doctorantes là, qui était allée. Puis ça aussi, tu sais, c'est ces doctorants qui gèrent la page Instagram, là, la chasseur de mammouth. Oui. Puis tout. Fait que ces étudiants, ça pourrait être une bonne option parce qu'on a trop harcelé. Non, mais elle est allée au Sans Filtre. Puis elle a dit, genre, elle était comme, by the way, parce qu'elle avait déjà fait une fois, puis elle était comme, by the way, c'est le seul podcast que je fais. Puis j'étais comme, notre chien est mort. Elle m'a relancé, son agent était genre, s'il vous plaît, arrêtez de nous montrer. I'm so sorry. Mais on l'adore, vraiment. Mais oui, mais elle a des équipes elle a une grosse équipe de chercheurs puis de doctorants avec elle. Fait que ça pourrait être. Val, c'est le moment de te plugger avec ton nouveau compte Instagram. Ça fait 3 fois qu'on le dit, mais c'est pas grave. Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre? Mon compte Instagram mon nouveau compte Instagram, qu'on parle vraiment de deuil périnatal. Je vais essayer de pas m'en aller tout de suite. Si je tombe enceinte, je vais essayer quand même de pas trop parler de la grossesse d'après, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de comptes qui parlent de la grossesse d'après, mais il y en a pas beaucoup qui parlent du deuil spécifiquement. C'est pas tout le monde non plus, des fois, qui va avoir la chance de revivre une grossesse et qui veulent. C'est ça. Puis tu sais, des fois aussi, pour quelqu'un qui vient de vivre un deuil, c'est un peu trigger de parler tout de suite de grossesse. Fait que mon compte Instagram, c'est maman.d'étoile, étoile avec un S, parce que j'en ai 2. Puis j'ai mon compte Instagram aussi personnel qui est Val Bisson. Puis là, je parle un petit peu plus de ma vie. Fait que là, je suis rendue que je parle que je vais en psychiatrie, en psy, tu sais, tout ça. Je parle un peu de mon anxiété. Fait que, tu sais, je commence à comme
être bien ouverte. Puis Maman d'étoiles va éventuellement aussi avoir un site Internet avec comme un blog. Puis il y a peut-être une petite formation en ligne qui s'en viendrait. Moi, j'utilise le 15 octobre. D'ici octobre, je m'étais mis comme un petit deadline de peut-être essayer ça. J'utilise Kat pour me botter les fesses. C'est bon. Sur mes projets. Qu'est-ce que je fais? Non, mais c'est parce qu'après ça, tu me relances sur comment ça avance ton projet. Tu fais la même affaire avec l'Instagram. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. J'étais genre, il est où l'Instagram? Moi, je fais pas fait. Moi, les gens, ils me trouvent gossante. Dis-moi pas que t'as un projet parce que je vais te faire un suivi la prochaine fois. Je vais te voir. Le nombre de gens, j'ai créé leur compte Instagram avec une enregistrement. Non, ben là, à 4 secondes, donne-moi là, tu le sais déjà comment tu veux l'appeler, mon chat. J'adore. Ben, on va suivre ça de façon très étroite. Oui. Et on va te mettre en collaboration de toute façon sur les extraits d'épisodes. Oui. Puis là, ben, gang, allez voir, il y a peut-être une formation déjà sur son site Internet parce qu'on a enregistré cet épisode-là quand même d'avance. Non, je te mets pas de pression, Val. Je te mets pas de pression. Puis si vous voulez nous suivre sur nos plateformes, c'est Elle, le balado, sur Instagram, TikTok. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify et YouTube, Apple Podcast. Et mettre 5 étoiles. Et mettre 5 étoiles. Merci. 5 étoiles. Un petit rien de moins. Puis un petit review aussi pour dire à quel point que vous nous aimez. Peut-être envoyer un extrait de cet épisode qui vous touche à une personne qui bénéficierait peut-être d'écouter cet épisode. Ah, ben oui, absolument. Partagez-le. Puis merci beaucoup, Valérie, d'être venue sur le podcast. Ton ouverture et ta sensibilité, là, je sais que ça n'a peut-être pas été ta générosité d'en parler aussi ouvertement. Ça va clairement aider d'autres personnes. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup. Bye tout le monde. On se revoit mercredi prochain. À bientôt. Bye.